Alors, je vais vous présenter dans cette petite vidéo comment la loi normale et sa célèbre courbe en cloche a été historiquement introduite. Donc, cette célèbre loi normale. Cette loi normale, voilà, on peut la voir un petit peu ici. Cette courbe en cloche, on va dire, hein, ce qui est symétrique. Donc là, j'ai une courbe en cloche qui correspondrait à la taille des Français, par exemple. La moyenne, c'est 1,78 m à peu près. Hein, voilà. Alors, on voit une proportion ici, 4%. Vous allez me dire, mais 4% de personnes qui mesurent 1,78 m alors que c'est la taille la plus fréquente, ça paraît pas beaucoup. Hein. Alors, il faut toujours analyser ces lois continues, on va dire, hein, comme étant mesurées par des aires. C'est-à-dire que là, ce que je peux voir éventuellement, c'est la proportion de personnes qui mesurent entre 1,77 m et 1,79 m, qui serait cette là. C'est-à-dire, autrement dit, il y a une proportion de 4% de personnes qui mesurent 1,78 m, mais il y a aussi une proportion de personnes qui mesurent, environ 4% aussi, qui mesurent 1,78 m et 10 mm par exemple, et 20 mm et 50 mm. Donc en fait, ça s'accumule. Voilà, j'ai cherché le mot. Donc voilà, cette courbe qui nous fait aussi comprendre ce que c'est qu'une fonction à densité. Même si le 4% paraît pas beaucoup ici. Bon, voilà, les personnes qui mesurent 2 mètres, il y a beaucoup moins de personnes en proportion que de personnes qui mesurent 1,78 m. Bien, alors sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais rajouter une page. Ces courbes en cloche, elles peuvent avoir différentes formes. Vous voyez ici, elles peuvent être plus ou moins aplaties. Ça se voit bien ici, entre celle-ci, celle-là, et celle-là. Et puis elles peuvent être aussi donc centrées à différentes valeurs, qui correspondent aux moyennes en fait. Hein. Mais déjà, voilà, suivant les paramètres, on n'a pas toujours la même forme de courbe. Et cette remarque-là est importante. On a toujours une courbe en cloche, mais pas toujours tout à fait la même forme. Plus ou moins aplatie. Alors, d'où ça vient tout ça, historiquement? Eh bien, la première chose qui vient en tête, c'est la loi binomiale en fait. Je vous rappelle que la loi binomiale ici, c'est alors j'ai une proportion dans une union de boules rouges, petit p, voilà la proportion. Je fais n tirages dans l'urne avec remise pour que les proportions en cours de route ne changent pas. Et je compte au bout de n tirages combien de boules rouges j'ai obtenu. Et j'obtiens ce qu'on appelle la loi binomiale de paramètres n et p. Vous vous souvenez que cette loi binomiale, eh bien, elle prend les valeurs 0. Hein. En faisant une fois l'expérience, j'ai pu avoir 0 boule rouge, ou une boule rouge, ou éventuellement jusqu'à n boules rouges, ce qui fait n plus une valeur. Avec les probas, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, il faut faire k parmi n. La proportion de boules rouges à la puissance k et la proportion 1 moins p, un q égale à moins p, voilà, de boules bleues à la puissance n-k. C'est un peu compliqué à calculer tout ça. Deuxième point, il faut aussi se rappeler que l'espérance de x c'est n fois p, on a vu ça, et que l'écart type c'est racine de n fois p fois 1 moins p, ou racine de npq si vous voulez. Voilà, donc ça c'est sur ce qu'on sait sur la loi binomiale. Bien, alors si on regarde un peu l'idée, c'est imaginez la situation suivante. Imaginez que j'ai un chef d'entreprise qui produit des pièces. Parmi ces pièces, il y en a 2% qui sont défectueuses. Il a un lot de 1000 pièces. Et bien en fait, ce lot de 1000 pièces, si on compte le nombre de pièces défectueuses dans un lot de 1000 pièces, on va avoir une loi binomiale de paramètres n et 0,02. Imaginez maintenant que lorsqu'il y a des pièces défectueuses, les personnes qui ont acheté les pièces les renvoient à l'entreprise en demandant d'être remboursées. Alors, on va se passer au XVIIIe siècle, tiens, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le fabricant, l'entrepreneur, risque de perdre de l'argent. Il analyse d'ailleurs que si son nombre de pièces défectueuses dépasse 100 dans son lot de 1000, eh bien, il va perdre de l'argent, puisqu'il va falloir rembourser trop de pièces. Mais seulement, il voudrait calculer avec quel risque ça peut arriver, ça qu'il perd de l'argent. Le souci, c'est qu'avec une loi binomiale, il va être obligé de calculer P de x égale 100.
plus P de x égale 101, plus P de x égale à 102, jusqu'à la proba que x égale 1000. Ce qui est quand même quelque chose d'assez compliqué à faire. Bon, c'est vrai qu'en maths, on est astucieux. On sait aussi, on peut se dire aussi, c'est 1 moins la proba que x soit inférieur à 100. C'est un peu plus facile, mais n'empêche qu'il faut quand même calculer 1 moins la proba que x égale à 0, plus la proba que x égale à 1. Enfin bon, ça en fait beaucoup à calculer, jusqu'à la proba que x égale 99. Et qui plus est, les calculs qui vont être à faire ici, par exemple, si je prends p de x égale 7, c'est 7 parmi 1000, 0,02 à la puissance 7, fois 0,98 à la puissance 993, ce sont des calculs très compliqués si on se replace dans un contexte d'époque. D'ailleurs, impossible à faire. Donc, il va falloir trouver des solutions pour faire ce genre de calcul. Alors, pour trouver ces solutions, on va regarder un petit peu graphiquement comment se comporte la loi binomiale. Alors, par exemple, si je veux représenter graphiquement la loi binomiale, puisque c'est une loi discrète, on prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., je peux représenter par un diagramme en bâton. Je remarque simplement que les probas de 10, 11, etc. ne sont pas 0. Elles sont très proches de 0, mais elles ne sont pas égales à 0. Et puis on remarque aussi qu'il n'y a pas de symétrie. Alors on peut regarder d'ailleurs un petit peu ce qui se passe de manière plus précise. Si je fais ce schéma-là, vous voyez, je vais enlever pour l'instant ça. Voilà. Si je fais varier ma valeur de m, donc mon nombre d'essais, vous voyez que j'ai ici, voilà, une courbe, alors une loi binomiale, une représentation de loi binomiale qui évolue, et si on regarde un petit peu, on voit apparaître une courbe en cloche déjà. Mais il va falloir analyser ça bien plus finement. Ensuite, si je veux utiliser ce diagramme en bâton pour faire des calculs de proba pour que x soit compris entre u et v, pas de problème, il suffit d'additionner tous les bâtons. Voilà, il n'y a pas de souci particulier pour avoir une interprétation des probabilités dans ce genre de situation. On somme les bâtons qui sont strictement entre u et v. Bon. L'étape d'après, ça consiste à regarder, voilà, de passer en fait à une autre représentation qui est l'histogramme. Alors avec cette loi binomiale, il n'y a aucun problème pour passer à la loi à un histogramme. Parce que comme c'est des valeurs entières, je peux construire un petit rectangle ici. De chaque côté, j'ai une taille 0,5, ce qui me fait une taille 1. Donc, la hauteur du bâton correspond exactement à l'aire. Donc, l'histogramme à construire, il suffit de prendre l'aire, exactement l'aire, la hauteur, pardon. À chaque fois, ça dépasse un petit peu, mais ça, c'est pas normal, ça ne devrait pas dépasser. Donc, la hauteur du bâton est exactement égale à la hauteur du rectangle. Et on a une autre situation qui est un peu plus fine, par un histogramme. Et par l'histogramme, voilà, je ne sais pas si je l'ai là, voilà. De la même façon, si je veux avoir l'aire, enfin la proba, pardon, d'être compris entre u et v, je peux le faire, vous voyez. Simplement, cette fois, non plus en sommant tous les bâtons, mais en regardant l'aire que j'ai assuré ici en bleu clair. Alors, ça ne devrait pas dépasser, là, donc il y a un petit souci, mais il suffit de regarder l'aire est ici. Donc on s'approche, voilà, des lois continues, si vous voulez. On a une interprétation comme ça qui est possible. Bon, voilà, on en est là. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le souci, quelque part, c'est ça. Je vais envoyer une page, tac. Peut-être qu'on pourrait... Attendez, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on pourrait se dire, mais on va peut-être pouvoir, si on regarde l'histogramme, l'histogramme est épousé par une courbe, donc on va pouvoir faire du calcul intégral derrière tout ça. Sauf que, on a vu tout à l'heure, mais c'est suivant les valeurs de n et de p, la courbe, elle change. Donc c'est illusoire d'espérer trouver comme ça une courbe qui représente ça avec les valeurs de n et de p et le cas général. D'ailleurs, on ne l'a pas trouvé de cette manière-là. Donc, il y a un problème en fait ici. Alors, quelle est l'astuce? L'astuce qui a été trouvée
d'abord par moivre qui est ici à droite, donc dans les moivres 1730 et quelques. Alors seulement dans le cas P égale 1,5. Bon. Et Laplace, un peu plus tard, 1812, célèbre mathématicien français Laplace, qui ont réussi à traiter le problème en fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Eh bien en fait ils se sont aperçus que si je prends une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p, et si je retranche la moyenne qui est, vous rappelez, NP, donc d'ailleurs on va le faire comme ça, voilà. Si je retranche l'espérance et que je divise par l'écart type, NP1 P, voilà, donc je vais mettre un petit n ici, parce qu'elle dépend de n, et là je vais l'appeler Zn. Et bien cette nouvelle variable aléatoire Zn a une particularité très très intéressante, c'est que son espérance c'est 0 et son écart type c'est 1. On dit que Zn est centrée et réduite. Alors qu'est-ce que ça donne du point de vue graphique? Alors je ne sais pas si je vais la retrouver, cette loi centrée réduite. Je ne sais pas si je l'ai là. Si, elle est là. Alors je vais vous montrer ça. Voilà. En fait, il se passe la chose suivante. Ici à droite, vous voyez, je prends mon crayon, ici à droite, j'ai ma loi binomiale, qui est représentée par un diagramme en bâton, pour l'instant. Si je soustrais la moyenne, eh ben, je me retrouve en 0. Donc j'ai ici, vous voyez, la même structure, sauf qu'elle est centrée en 0. Et si je divise par sigma, j'ai ce nouveau diagramme en bâton qui s'est resserré en rouge. Si je peux l'illustrer, ici, vous voyez, sur des cas différents de valeurs de n et de valeurs de... Vous voyez, ici. Donc à chaque fois, je me recentre en 0. Et bon, suivant la valeur de P, on a... Oh, pardon. Donc on peut faire varier aussi. Mais ce qui se passe, c'est que ce que je voyais en rouge, eh bien en fait, pas encore tout à fait, mais ça va être le cas quand on va passer à l'histogramme. Et bien ce que je vais passer en rouge va être constant, va plus dépendre de n et de p. Et c'est ça qui est intéressant. On aura des choses beaucoup plus faciles à faire. Bien, alors, sauf que là, on est dans le diagramme en bâton, et le diagramme en bâton bouge encore, en fait, n'est pas fixe. Donc, je vais passer, ici, vous voyez, à l'histogramme. Alors, une fois que j'ai centré et que j'ai réduit, donc ma loi Zn ici, hop, c'est mes bâtons verts. Donc, c'était ma variable aléatoire, binomiale, qui était ici, que j'ai recentré sur l'origine, et que, en divisant par sigma, j'ai réduit. On dit comme ça. Si je vais construire l'histogramme, par contre, à partir de ces bâtons, c'est un peu plus embêtant parce que cette fois, je ne peux plus mettre un écart de 1 de chaque côté ici. Si je regarde les valeurs que prend Zn, Zn il va prendre la valeur 0 moins m sur sigma quand xn prend la valeur 0. 1 moins m sur sigma quand xn prend la valeur 2. 2 moins m sur sigma quand xn prend la valeur 2. Jusqu'à n moins m sur sigma. C'est plus des valeurs entières, et l'écart entre deux valeurs, c'est 1 sur sigma. Donc, je vais être obligé de mettre 1 sur 2 sigma de chaque côté, en fait, pour avoir ici une base qui est 1 sur sigma. Et si je veux que mon rectangle que l'aire du rectangle corresponde à la probabilité, puisque la base n'est plus 1 mais 1 sur sigma, il faut que je multiplie le bâton par sigma. Et j'obtiens cet histogramme qui est ici, en gris. Et c'est celui-là qui va ne plus bouger en fait. Donc je vais vous montrer ça. Si je reprends, voilà, ici, quelle que soit la loi binomiale que je prenais au départ, quand je fais Zn égale xn moins m sur racine de npq, xn moins n sur sigma, j'obtiens ici, en gris, l'histogramme gris, toujours le même histogramme. Toujours.
Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez? Parce que finalement, c'est toujours le même, et il suffirait qu'on trouve une bonne fois pour toutes la courbe qui épouse cet histogramme, eh bien pour pouvoir résoudre les problématiques qui vont être associées. Alors, la courbe, eh bien Moivre, Laplace, ont trouvé que la fonction qui épouse cet histogramme, qui est toujours le même, c'est la fonction 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi de x au carré. Et ça, il va falloir la connaître par cœur, elle est fondamentale. C'est la première courbe en cause, celle qui est centrée réduite, centrée en 0 et d'écart type 1 en fait. Mais on a une loi continue qui apparaît en fait ici. Donc voilà, qui était intéressant d'avoir d'être parti sur un histogramme constant. Alors qu'est-ce que ça donne en fait? Ben, on va arriver au théorème de Moivre-Laplace. Qu'est-ce qu'il dit ce théorème de Moivre-Laplace? Il dit que voilà, si on a une loi binomiale xn de paramètres n et p, eh bien Zn qui est égal à xn moins n fois p sur racine de n p1 moins p, voilà, eh bien, si on a cette loi, j'ai la limite quand n tend vers plus l'infini, parce qu'évidemment ça va fonctionner, ça va s'approcher de la courbe si on augmente la valeur de n, c'est-à-dire que, voilà, on verra bien sur l'animation après, eh bien la probabilité que Zn soit compris entre a et b, la limite de cette probabilité, c'est l'intégrale de a à b de 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1 demi de x carré dx. Ce qui traduit que plus n grandit, l'histogramme est de mieux en mieux approché par cette fonction 1 sur racine de 2pi. Voilà, ça veut dire ça. Hein. Exponentielle moins 1 demi de x carré dx. Bon, voilà. Donc si je reviens, vous voyez ici, en vert, j'ai Zn. Je suis parti de mon loi binomiale, j'ai retranché m, ça m'a recentré, j'ai divisé par sigma, ça m'a, on appelle réduit. Je construis après en rose l'histogramme, ou en gris, l'histogramme correspondant, donc je ne peux pas prendre la même hauteur que les bâtons. Et cet histogramme a été posé par une courbe qui est de mieux en mieux lorsque n augmente. Plus n est grand, meilleure est l'approximation. Bien, je vais conclure. Et pour conclure, je vais revenir à mon petit problème de tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on devait calculer la proba pour que x soit supérieur ou égal à 100. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est en fait x 1000, si vous voulez. Mais je vais retrancher la moyenne. Alors, c'était une loi binomiale paramètre 1002. Donc, la moyenne, c'est n fois p, donc c'est 20. Je commence par retrancher 20. Voilà. Ensuite, je vais diviser par sigma. Donc, sigma, c'est racine de npq, ce qui fait environ 4,42. Voilà. Ah, pardon, divisé par 4,42. Voilà. Et si je fonctionne... Alors, c'est bizarre, x moins 20, c'est super... Oui, c'est ça. Bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est que ben, ça, on sait que ça peut s'approcher par une loi qui correspond à la fonction, une loi continue, qui correspondrait à la fonction f de x égale 1 sur racine de 2pi, voilà, exponentielle moins 1 demi de x carré dx. Voyez, donc ça revient à calculer par exemple la proba pour que n soit supérieur ou égal à, je sais pas moi, 16 par exemple. Et ça, maintenant qu'on a la fonction, ça revient à faire un calcul intégral avec cette fonction-là. Bah alors les calculs intégrales, c'est pas facile non plus, vous allez me dire, mais plutôt que de faire toute cette série de sommes, là il y en avait 90 ou je sais plus, 99, c'est quand même peut-être plus facile de faire ça. Bon, ceci dit, à l'époque, ça restait quand même un problème de calculer, on va dire, allez, l'intégrale de, alors on va dire de 16 à plus infini de 1 sur racine de 2pi, exponentielle moins 1 demi de x carré dx, d'autant plus, pardon, dx il est ici, d'autant plus que je ne connais pas de primitive de cette fonction-là. Bon, mais ils ont trouvé une solution. La solution, c'est qu'ils ont fait les calculs approchés,
donc je remets une page, les calculs approchés, hop, et qu'ils ont stocké ça dans une table qu'on avait à disposition. Et puis donc il suffisait d'aller chercher dans la table. Alors c'est pas très facile à voir. Voilà. Attendez, il faut que je... Voilà. D'aller chercher dans la table, par exemple, si je veux... Alors en réalité, vous voyez, c'est des probas qui sont donnés, sont des probabilités... voilà, attendez, tac, de cette zone-là. Hein. Donc c'est pas supérieur ou égal, mais on voit bien qu'en faisant un moins, on va réussir à voir les choses. Mais par exemple, si je veux la proba pour que cette loi là, correspondante à f de x égale 1 sur racine de 2pi, etc. Si je veux la proba pour que cette loi normale soit plus petite que 0,52, voilà, hop, ben je vais voir ici, regardez, 0,5, 0,02, la proba c'est 0,6985. Donc ils avaient une table où ils avaient calculé effectivement toute une série de résultats et on se servait de la table. Ce qui fait que cette fois, ma problématique de tout à l'heure revient à une lecture sur une table. Parce que quand je fais, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, quand je fais x moins np sur racine de npq, eh ben je me retrouve toujours avec la même situation. Donc avoir une table pour une seule situation, c'était faisable. Voilà, cette présentation est terminée.